je m'appelle Assim Talbou Kambou et certains de nos compatriotes connaissent mon grand-père, Mhm, Julien Bukambou, qui est l'un des pères de l'indépendance du Congo, l'un des pères de la révolution congolaise. Alors, pour la petite histoire, au sorti de la conférence nationale, il m'avait dit qu'il y aura des guerres. Nous sommes en 91. Donc, mhm, quand les premiers affrontements commencent en 93, je me dis, tiens, c'est bizarre. 94, mon grand-père disparaît et 97, la guerre commence. Je me mhm. suis rappelé des mises en garde de mon grand-père. Et c'est ce que j'explique dans le premier volet révolutionnaire. À l'époque, moi, à la conférence nationale, j'ai 19 ans. Et donc, je donne la parole à l'un des acteurs de l'histoire du pays, qui était acteur et témoin privilégié. Et chemin faisant, donc, j'ai fait appel à tous les gens qui sont nés généralement vers les 1917, 1918, comme mon grand-père, hein, et aux Mhm. plus anciens nés dans les années 30, voire 40. Et ça, c'est le lien avec le fait que je raconte cette histoire. Mhm. Ensuite, comme beaucoup de nos compatriotes, nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles, beaucoup de compatriotes. J'ai voulu comprendre les mises en garde du grand-père et toute cette violence que nous avons reçue en héritage. Mhm. Donc, je me suis penché, je me suis dit, bon, nous sommes un pays violent, certes, mais il y a des origines à cela. Et deuxièmement, je me suis rappelé que nous, enfants à l'école, pionniers, comme on disait pionniers de la Révolution, on nous a appris l'amour du pays. Mhm. Et ce que moi j'ai reçu en héritage, entre autres de mon grand-père et de mes parents, pour ne pas dire de tous mes papas, c'est l'amour du pays et servir le pays. Je me rappelle, pour une petite anecdote, quand je quitte le Congo pour venir en France, j'avais 10 ans, mon grand-père, à l'aéroport Maya Maya, me dit, tu vas en France, mais tu vas pour apprendre et pour venir au Congo montrer à tes copains. Bon, pour moi, c'était les copains du quartier, hein. Donc, c'est une phrase qui est restée dans ma tête, qui a été pour moi un fil conducteur. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur les antennes de la télévision La Renaissance R7, anciennement TLR TV. Je suis Georges Doma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo La Renaissance. D'entrée de jeu, j'aimerais, au nom de la télévision La Renaissance et au nom de Perspective et Prospective, souhaiter aux compatriotes du Congo-Brazzaville et aux panafricanistes nos meilleurs voeux pour 2024. Nous sommes encore en janvier, on peut se le permettre encore. Des vœux de santé d'abord pour tout le monde. La santé, c'est le capital le plus précieux que nous ayons, sans laquelle d'ailleurs tous nos autres engagements sont de nul effet. Le deuxième vœu que je voudrais exprimer aux Congolais et aux Africains, c'est un vœu politique. Un vœu politique parce que l'Afrique est engagée depuis un certain temps dans la transition démocratique. Et la démocratie, rassurons-nous, c'est peut-être pas le concept politique le plus génial, mais comme disait Churchill, au-dessus de la démocratie, il n'y a rien. Le troisième vœu que je voudrais pour le peuple africain, c'est aussi le combat pour recouvrir, n'est-ce pas, sa souveraineté africaine. Nous traversons une période de grande turbulence sur le plan géopolitique et géostratégique.
Et l'Afrique également a des moyens, n'est-ce pas, pour affirmer sa position au niveau international. Voilà pour les vœux. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons un invité prestige. Un invité prestige que certains d'entre vous ont su voir et apercevoir au cours d'un événement ou d'un autre. Il s'agit de Monsieur Hassim Tall Boukambu. Monsieur Tall est cinéaste. Il est documentaliste et donc il est producteur des émissions que certains d'entre vous ont déjà vues, par-ci ou par-là. Il aura le temps, n'est-ce pas, de nous donner quelques éléments encore sur son travail, le grand travail qu'il est en train d'effectuer aujourd'hui. Alors, permettez-moi d'accueillir Monsieur Tall Boukambu. Bonjour, Monsieur Tall Boukambu. Bonjour, Comment allez-vous? je dirais bien. Très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés à Perspective et Prospective, le Congo La Renaissance, de vous avoir ici. C'est un plaisir partagé. C'est parfait. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Monsieur Boukambu, vous êtes réalisateur, vous êtes cinéaste, documentaliste en plus. Et en préparant cette émission, nous avons mis en exergue une certaine dimension, celle de l'archivistique, la constitution des archives. Et nous savons très bien que les archives représentent quelque chose de très important dans la vie d'une nation. Les archives constituent la mémoire collective d'un pays. Alors, quand on regarde certains pays africains, le Congo en particulier, c'est assez rare de voir un peu qu'on donne un espace important aux archives. Alors, ma première question sera, Monsieur Tall, comment vous est née cette idée? Comment vous est né ce projet? C'est quoi la genèse de votre intérêt pour la constitution des archives au Congo-Brazzaville? Aussi, sur la base, je l'ai vu aussi, sur la base de l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Je dirais tout simplement, c'est que moi, j'appartiens à un pays qui a une histoire dense Danse, et d'accord? qu'on puisse mettre en exergue cette histoire, qu'on puisse la relater en se basant sur des faits historiques et notamment sur des archives. Donc, depuis 25 ans maintenant, je produis et je réalise des films documentaires. 25 ans, hein, Et c'est beaucoup d'années quand même. Hein? donc, plus précisément, oui, 25 ans. Ouais. Et donc, en 2005, nous avons fait un constat, c'est que la ville de Brazzaville a été divisée. Les Congolais ne se parlaient plus, pour ne pas dire les Brazzavillois ne se parlaient plus, alors qu'il faisait bon de vivre dans Brazza la Verte et de circuler dans Brazza la Verte. Et mieux, pour les diasporas, pour les personnes qui avaient quitté le pays dans des conditions conflictuelles, il était important de ressouder ce lien social. Et donc, on a produit donc le premier documentaire sur le Congo qu'on appelait Brazzaville, dans le cadre d'une série que nous avons lancée sur les villes africaines, Couleur urbaine. Et donc, Couleur urbaine Brazzaville était le premier volet de cette série sur les villes africaines qui parlait de nos villes d'un point de vue culturel, historique, économique et social, tout simplement. Chemin faisant, 2008, après avoir fait Bamako, la ville de Bamako et d'autres, donc en 2008, nous avons fait le même travail sur la ville de Pointe-Noire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour des pays comme le nôtre, fortement urbanisés, là où le gros des Congolais vivent à Brazzaville, à Pointe-Noire, bah, les gens méconnaissent leur pays et leur ville de manière générale. Et l'histoire de leur ville. Et donc, en 2010, nous avons donc parcouru donc, le Congo, 6 mois de tournage, département après département, district après district, pour pouvoir présenter le Congo dans toute sa diversité, d'un point de vue de sa faune, de sa flore, de sa richesse culturelle et de sa diversité dite ethnique.
Donc, toutes ces composantes qui font la diversité et la richesse de la nation congolaise. Et c'était notre contribution dans le cadre de ce canton officiel de la création de la République du Congo. Pour ne pas dire de l'accession exactement du Congo à l'indépendance. Donc, c'était notre contribution pour que les Congolais puissent enfin se projeter dans l'espace, connaître la géographie de leur pays, savoir avoir des images, des ressentis de tout ce qu'on peut voir à Kakamweka, à Mosenjo, comme on dit, à Oyo, à Wesso, à Kinkala, et j'en passe. Donc pour nous, c'était prendre le Congo dans sa diversité. Et on s'est rendu compte tout simplement qu'une fois qu'on avait présenté le Congo aux Congolais et aux étrangers, toutes les personnes qui s'intéressent au Congo, il fallait faire un travail sur l'histoire des populations qui peuplent ces territoires qu'on appelle aujourd'hui le Congo. Et nous avons profité du 50e anniversaire, anniversaire donc, de la Révolution congolaise en 2013. On s'est dit, après avoir présenté les 50 ans, dans le cadre des 50 ans du Congo, le Congo de manière générale, il était temps donc de s'intéresser à l'histoire de ce pays. Et on s'est dit qu'on va profiter effectivement de l'histoire qui a marqué le Congo, l'histoire de la révolution congolaise, qui a marqué l'histoire du Congo, en bien comme en mal. Hein. Donc, à ce moment, on s'est dit, on va se mettre au travail. Donc, c'était en 2013. 2013. Donc, en 2013. Et donc, nous avons travaillé pendant 2 ans pour pouvoir livrer le premier volet de la trilogie des films révolutionnaires. Alors, on est parti tout simplement de 1963, de la Révolution. Il fallait expliquer la Révolution congolaise, mais pas avec uniquement des archives, mais en tenant compte des archives à la fois papier, photo, vidéo, et surtout des témoignages des acteurs de cette révolution. Parce que beaucoup de Congolais ont parlé de la révolution, beaucoup se sont réclamés, peu de gens savent exactement comment elle s'est déroulée. Donc, nous avons mis la lumière sur le côté dont on ne parle jamais, de comment tous ces événements sont arrivés, comment ça a été organisé, et ensuite, comment ensuite les conséquences de cette révolution. Puisque cette révolution a marqué... Pardon, oui. Oui, oui. Alors, on va quand même essayer d'interagir là, souvent, parce que vous dites beaucoup de choses. J'ai bien peur que ça passe un peu à la trappe pour moi. Pour que les gens, nos auditeurs, puissent bien nous saisir. Bon, là, dans la démarche, là, vous avez parlé déjà aussi de la méthode. J'avais une question sur la méthode. Une fois qu'on a bien compris, évidemment, l'objectif que vous avez et ce qui sous-tend cet objectif, il y a quand même la dimension aussi du conflit au Congo-Brazzaville et que vous avez quand même derrière ce travail-là, cette volonté qui est assez apparente de ressouder le lien social entre les Congolais qui ont traversé des périodes très difficiles dues à cette histoire très dense et mouvementée du Congo-Brazzaville. Alors, je vois un peu sur le plan méthodologique, si vous voulez bien, est-ce que vous faites une œuvre historique? Alors, bon, il y a aussi de l'anthropologie culturelle là aussi. Hein? Vous parlez quand même aussi des témoignages. Comment vous arrivez? Comment est-ce que c'est vous qui établissez ces témoignages par votre propre travail? Ou bien aussi vous recensez des témoignages qui existent d'ores et déjà sur des éléments historiques déjà qui existent sur la vie politique au Congo-Brazzaville? Alors, j'entreprends donc les deux démarches. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs connus de l'histoire du pays et des acteurs inconnus du grand public, c'est-à-dire des acteurs clés. Pour ne pas dire, ça peut être des femmes, des épouses, des gens qui étaient là, au monté de l'histoire. Des gens qu'on n'a jamais entendus, qu'on n'a jamais écoutés, mais qui en connaissent beaucoup sur notre histoire également, pour les avoir vécus. Donc, on met tout ça en perspective, on croise un peu, comme on dit, les témoignages des uns et des autres, en donnant d'abord principalement la parole aux acteurs, les plus médiatisés et les moins connus. Ensuite, ce travail, comme on dit, s'appuie sur des archives. Parce qu'il ne s'agit pas de refaire l'histoire en disant, bon, moi, j'ai fait ceci, etc., de se mettre en valeur. Il s'agit pour nous de mettre tout ça en perspective. Et donc, nous avons recours aux archives écrites à l'époque, aux archives photos,
Et également, donc, comme on dit, aux archives vidéo, aux films. Donc, quand on assemble tous ces éléments-là, ça nous permet, comme on dit, de pouvoir relater le fameux récit national qui reste à écrire. Parce que généralement, les gens ont quelques bribes de notre histoire, Voilà. ce qu'on m'a dit, ce que le tonton m'a dit, ce que mon père m'a dit, mon grand-père, ma soeur, etc. Donc, il fallait rassembler tous ces témoignages-là pour avoir une vision globale et en tenant compte du témoignage des uns et des autres. Donc, c'est à la fois un travail historique, mais qui fait œuvre utile dans le sens où ça nous permet de comprendre l'histoire violente de notre pays. Parce que comme on a souvent tendance, malheureusement, à répéter souvent les mêmes histoires, comme on dit vulgairement, Oui. c'était important pour nous de mettre tout ça en perspective. Mhm. Qu'est-ce qui soude les Congolais? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en partage? Et qu'est-ce qui fait leur différence? Donc, en travaillant de la période de 1880 à 1991, sur 110 ans d'histoire, nous avons commencé le premier volet sur la période 1955-1991, avec comment nous arrivons à l'indépendance, d'abord à la République autonome au sein de l'Union française, comment nous arrivons à l'indépendance et avec quel type d'acteurs, comment nous faisons la révolution. Pour certains, c'était la seconde indépendance du Congo, pour ne pas dire la véritable. Et pendant longtemps, on a célébré les 13, 14, 15 août 1903. Mhm. Moi-même, pionnier au Congo, nous avons chanté les Trois Glorieuses. Nous avons, comme on dit, valorisé dans le cadre de la Révolution les dirigeants de l'époque, les acteurs de la résistance congolaise, qui n'étaient pas valorisés autrefois. Donc en 1963, c'est tout un bouleversement. Et mieux, quand on voit en perspective, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait la révolution de 1963, ce sont des gens, comme on dit, qui sont confrontés au pouvoir colonial. Mhm. Donc le travail que nous faisons, c'est que nous avons eu recours d'abord aux témoins de l'époque, ceux qui étaient encore parmi nous. Bon, beaucoup sont décédés depuis. Mhm. Nous avons ensuite eu recours non seulement aux personnages connus du grand public, mais également aux citoyens lambda, qui ont Mhm. été parfois témoins, comme on dit, des événements clés de notre histoire. Mhm. Ensuite, ce travail a été complété par les archives écrits, photos, vidéos et films Mhm. pour le remettre dans le contexte de l'époque. Donc, c'était pour éviter toute affabulation ou le fait que parfois certains acteurs peuvent refaire l'histoire. Mhm. Donc, et mieux, ce travail nous a permis de pouvoir à la fois confronter également nos archives, les archives congolaises, mais aux archives produites également par d'autres pays, Mhm. notamment français, russes, chinois. Donc, ça nous permet d'avoir, en confrontant, en croisant les archives, de pouvoir restituer les faits comme tels. Mhm. Ben, je voudrais quand même rebondir là-dessus, puisque ben, tout dépend de la méthode, hein. Les résultats à un travail aussi grandiose que le vôtre, c'est quand même la méthode que vous êtes en train de nous expliquer là. Ben, alors, est-ce que euh, la légitimité de ce que vous êtes en train de faire là, quand on parle de vous, on voit Monsieur Assimi Tal Bukambu, c'est quoi l'équipe autour de vous? Et puis, bon, comment vous évoluez au Congo-Brazzaville? La légitimité de votre travail? Les institutions au Congo-Brazzaville, est-ce qu'on vous donne un coup de main? Comment vous vous situez un peu par rapport à cela au Congo-Brazzaville? Alors, je dirais tout simplement, c'est que moi, comme je le dis, donc, je m'appelle Assim Tal Bukambu et certains de nos compatriotes connaissent mon grand-père, Mhm. Julien Bukambu, qui est l'un des pères de l'indépendance du Congo, l'un des pères de la révolution congolaise. Alors, pour la petite histoire, au sorti de la conférence nationale, il m'avait dit qu'il y aura des guerres. Nous sommes en 91. Donc, Mhm. quand les premiers affrontements commencent en 93, je me dis, tiens, c'est bizarre. 94, mon grand-père disparaît. Et 97, la guerre commence. Je me Mhm. suis rappelé des mises en garde de mon grand-père.
Et c'est ce que j'explique dans le premier volet révolutionnaire. À l'époque, moi, à la conférence nationale, j'ai 19 ans. Et donc, je donne la parole à l'un des acteurs de l'histoire du pays, qui était acteur et témoin privilégié. Et chemin faisant, donc, j'ai fait appel à tous les gens qui sont nés généralement vers les 1917, 1918, comme mon grand-père, hein, aux plus anciens nés dans les années 30, voire 40. Et ça, c'est le lien avec le fait que je raconte cette histoire. Mhm. Ensuite, comme beaucoup de nos compatriotes, nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles, beaucoup de compatriotes. J'ai voulu comprendre les mises en garde du grand-père et toute cette violence que nous avons reçue en héritage. Mhm. Donc, je me suis penché, je me suis dit, bon, nous sommes un pays violent, certes, mais il y a des origines à cela. Et deuxièmement, je me suis rappelé que nous, enfants à l'école, pionniers, comme on disait pionniers de la Révolution, on nous a appris l'amour du pays. Mhm. Et ce que moi j'ai reçu en héritage, entre autres de mon grand-père et de mes parents, pour ne pas dire de tous mes papas, c'est l'amour du pays et servir le pays. Je me rappelle, pour une petite anecdote, quand je quitte le Congo pour venir en France, j'avais 10 ans, mon grand-père, à l'aéroport Maya me dit, tu vas en France, mais tu vas pour apprendre et pour venir au Congo montrer à tes copains. Bon, pour moi, c'était les copains du quartier. Hein. Donc, c'est une phrase qui est restée dans ma tête, qui a été pour moi un fil conducteur. Ensuite, mes parents, pour ne pas dire la plupart de mes papas, comme on dit, ont été des grands serviteurs de l'État congolais, à différents postes clés. Mon père, qui est ingénieur agronome et technicien, a mis tout son savoir-faire au niveau de l'agriculture. Pour ceux qui connaissent Agri-Congo, c'est l'une de ses œuvres. Donc, et je me suis dit, on nous a pris l'amour du pays, mais je pense que je ne comprends pas ce qui nous arrive. Tout ce idéal, comme on dit, patriotique, a volé en éclats. Donc en 97, moi j'ai 25 ans, je me pose des questions comme tout le monde. Et je me suis dit qu'il fallait retisser les liens visibles et indissolubles qui lient les Congolais entre eux. Et pour cela, ça passait par une connaissance de nous-mêmes et de notre identité et de ce qui nous a façonnés. Donc, je suis parti sur le fait que nous sommes un peuple qui a résisté à la colonisation de différentes manières, un peuple qui a été confronté à la violence de la construction du chemin de fer Congo-Océan, un peuple, comme on dit, qui s'est battu pour une république, une indépendance dès 1958. Vous avez des syndicalistes, dont fait partie mon grand-père Julien Boucambou, à la tête de la CGT et la Confédération, comme on dit, générale africaine, donc du travail de l'Afrique continentale française à l'époque, puisqu'ils se battaient dans un cadre panafricain, sous-régional, et du Cameroun. Et ils étaient les premiers à demander l'indépendance en 1958, comme leurs camarades Sékou Touré. Au Congo, pour la petite histoire, tous les leaders de l'époque voulaient rester au sein de l'Union française. Ils étaient les seuls à demander l'indépendance. Donc, en tenant compte des différents parcours dans celui du grand-père, je me suis dit, il faut, comme on dit, que je donne la parole au maximum de gens qui ont façonné ce pays, en bien comme en mal, et qui nous donnent, qui nous livrent leur part de vérité pour que les Congolais d'aujourd'hui puissent se poser les vraies questions et puissent partir sur des bases communes de la compréhension de notre histoire, aussi violente qu'elle soit, aussi tumultueuse qu'elle soit. Oui. Monsieur Tal, vous comprenez le sens de cette question? C'est d'abord pour donner vraiment de la valeur au travail que vous êtes en train de faire. La constitution des archives, je l'ai dit tantôt, c'est la mémoire collective, n'est-ce pas, d'un pays. Et vous êtes en France, vous avez voyagé le monde entier, vous savez très bien qu'il y a les archives de Paris, il y a les archives de France. Moi, je suis au Canada, il y a les archives du Canada, il y a les archives un peu partout. Et c'est très, très important, la démarche de la constitution un peu de ces lieux de mémoire, mais sont des démarches institutionnelles. C'est-à-dire que vous avez le droit
et même l'obligation de recevoir, je pense, de l'aide de l'État, du gouvernement, dans la constitution de ces archives-là. En partant du fait, ce que vous avez dit d'abord, vous-même, que votre travail derrière aussi, il y a la reconstitution du lien social qui a été effiloché par des périodes de guerre que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, quand vous voyez évidemment la violence politique au Congo-Brazzaville et la peur de nous autres qui aimons vous lire et vous suivre, c'est que votre travail soit orienté. Qu'est-ce que vous faites de sorte que votre travail ne soit pas orienté dans un contexte, nous, on le dit aussi clairement, que au Congo-Brazzaville, la démocratie est encore une denrée en devenir. Il n'y a pas la démocratie au Congo-Brazzaville. Et si vous voulez retransmettre cette vérité-là à travers ces archives-là, certains peuvent douter que vous ayez l'espace libre pour faire votre travail. Alors, je dirais tout simplement, c'est que les Congolais ont parfois peur d'eux-mêmes, pour ne pas dire ils ont Ah, peur de l'histoire. ok. Donc, il appartient à tout le monde, où que nous soyons, d'œuvrer à une cohésion sociale. Et toutes les opinions doivent être entendues. Ah, C'est très important, parce que personne ne détient personne, ni une région, ni une tribu, ni une ethnie n'a le monopole de la vérité, ni des individus. Et si on se fie à notre âme bantou, dans notre âme bantou, Ombongi, appelé Kanza au nord du pays, c'est que les gens se retrouvent Ombongi pour parler des problèmes qui concernent la communauté. Et chaque intelligence, comme on dit vulgairement chez nous, même l'idiot du village est utile. Donc, quand on parle de démocratie, si c'est la démocratie version occidentale, bien sûr que nous avons du mal comme on dit, en tirer, comme on dit, le meilleur de nous-mêmes. Parce que nous fonctionnons selon des codes qui ne sont pas les nôtres. À savoir, oui, Monsieur Tal, je vais me permettre d'interagir avec vous à ce niveau-là parce que c'est très, très important. Vous parlez de la démocratie à l'occidental. Vous parlez du fait que nous fonctionnons sur les codes qui ne sont pas les nôtres. Ce serait quoi l'expression d'une démocratie purement congolaise qui nous laisserait fonctionner de la manière la plus géniale qui soit et qu'on puisse mettre, n'est-ce pas, de côté un peu tout le travers qui constitue, n'est-ce pas, la vie politique au Congo-Brazzaville? Parce que là aussi, ce que je sais quand même, certains disent que, ben, écoutez, la démocratie, ma foi, c'est une valeur universelle. Au son de la démocratie, il y aurait simplement cette idée de la liberté de s'exprimer, la liberté d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu de l'Occident qui fonctionne bien au Congo-Brazzaville? Ce serait quoi l'expression d'une démocratie purement congolaise, monsieur? ben, je vous donne un simple fait, OK. c'est que dans notre culture, il n'y a pas, on n'a pas une culture de parti. On n'a pas une culture de majorité ni d'opposition. Dans nos villages, dans nos familles respectives. Maintenant, la démocratie à l'occidentale, il entend, comme on dit, qu'il y a des partis, de la majorité ou de l'opposition, mais dans notre mode de fonctionnement au quotidien ou dans notre inconscient, quand il s'agit, à titre d'exemple, de mariage ou de décès, vous voyez différentes opinions s'exprimer. Donc chacun vient te tirer, moi je ne cotiserai pas ni pour un terrain tel, parce que extra, ou pour le mariage, extra. Parce que nous sommes des êtres humains avec toutes nos sensibilités diverses. Mais dans notre culture de Bantou, quand il s'agit d'enterrer le mort, malgré nos divergences, on finit par avoir un consensus pour l'enterrer. Donc, c'est entre guillemets une façon d'exprimer, comme on dit, notre démocratie. Pour les mariages, pareil, idem. On peut arriver, chacun avec son ressentiment, etc. Bon, c'est pas possible, cette famille veut nous raqueter, etc. Mais on finit toujours par dégager un consensus. Donc, ce qui fait me dire, c'est que chez nous, par exemple, nous avons tous des chefs de famille.
des chefs de clan, pour certains. Ces chefs ne sont pas élus par le fait tout simplement parce que bon, c'est la majorité qui décide, c'est lui le chef. On choisit notamment les leaders ou le chef de famille, ou le chef de clan, ou le chef de village, parce que ce sont des personnes qui sont capables de fédérer la communauté autour d'eux et d'être impartiales. Donc, c'est différents aspects comme ça qui nous font comprendre que on ne peut pas continuer à évoluer selon les codes qui ne sont pas les nôtres. Oui, mais Et la d'accord, monsieur Tal. liberté, et la liberté dont Allez-y. nous parlons, les gens dans nos villages, dans nos familles, sont libres d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Et il nous appartient, comme on dit, que cette liberté que nous avons au sein de nos familles, de nos clans, de nos villages, puisse s'exprimer au niveau national. Là, nous avons différentes composantes de la société congolaise avec un vécu différent, mais avec également un mode de fonctionnement commun. Donc, il nous appartient pas seulement de dire c'est la République, c'est parce que nous avons un drapeau unime, mais qu'est-ce que nous sommes exactement? Quelle est notre identité? Comment nous fonctionnons au quotidien? Parce que je veux bien, comme on dit, dans nos villages, en Bangui, on fait appel aux notables. On peut appeler ça des sénateurs, hein, dans le monde, comme on dit, occidental, comme on dit du terme. Mais il y a des collèges de notables, d'anciens, que nous écoutons. Il y a les aînés que nous écoutons. Et ça ne veut pas dire que les aînés ont toujours raison dans notre fonctionnement. Puisque quand vous savez que quand on règle un problème, en Bangui, c'est toutes les sociétés qui s'expriment. Et ce n'est pas tout le monde qui s'exprime en Bangui. C'est ceux qui ont la capacité, qui ont eu l'éducation de pouvoir s'exprimer au nom d'une tranche d'âge ou des intérêts particuliers. Donc on ne parle pas à tort à travers non plus, au Bangui ou au Kanza, comme on dit au nord. Donc il y a tout un travail sociologique à faire, anthropologique, pour que nous soyons enfin en phase avec le Congo, avec la modernité d'aujourd'hui. Ah, oui, oui, monsieur Tal. Vous l'avez dit le mot. Je m'attendais à ce mot-là, la modernité. La modernité, je pense quand même, ce que vous avez décrit là, écoutez, les tranches d'analyse anthropologique, culturelle, dans nos familles, tout ça, ça se comprend très, 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 très bien. Mais le problème de fond, est-ce que c'est vraiment la démocratie en tant que telle? Ou bien le problème de fond qui a plongé le Congo-Brazzaville dans des conflits interminables n'ont pas été, n'est-ce pas, créés par des personnes qui sont arrivées aux combines du pouvoir et qui voulaient conserver le pouvoir et que tout le tralala. Il y a quand même, je pense quand même qu'à un certain moment, il faut que nous voyions la réalité telle qu'elle se présente devant nos yeux. Il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui viennent dynamiter les principes de la démocratie qui est tout à fait simple. Nous avons vécu la démocratie au Congo-Brazzaville en 91 avec l'élection de Pascal Lissouba qui était quand même une démarche tout à fait. Et puis votre grand-père, il était prémonitoire là. S'il le dit, il vous a dit que on aura des guerres, c'est bien parce qu'il connaît un peu comment est-ce que les personnes, les individus se comportent en politique. Je ne sais rien. Essayons d'être un peu, pousser un peu les personnes qui dirigent le Congo-Brazzaville à s'ouvrir, évidemment, et aller avec le dessein qui est le vôtre de retisser le lien social. Parce que on a toujours la possibilité de nous asseoir. Mais pour s'asseoir, je pense, je ne vais pas trop parler parce que c'est vous qui pose des questions, mais c'est pour la gouverne, n'est-ce pas, des personnes qui nous écoutent. Et pour poursuivre le dessin qui est le vôtre, le lien social qui a été effiloché, comment va-t-on sérieusement et franchement le retisser? Alors, je dirais tout simplement que ce qui est important, c'est que il faut que les Congolais se regardent, fassent de l'introspection, et moi, à travers mes films, je leur donne les outils. En mettant en exergue 110 ans de notre histoire. Voilà. Parce que n'oubliez pas que c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Nous l'avons vu à la conférence nationale. Il y avait, entre guillemets, un méchant ou des méchants. Et nous avons vu que parce que nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de notre logique, c'est-à-dire creuser au plus profond de nous-mêmes ce qui nous unit et ce qui peut nous diviser.
Pourtant, notre hymne national est clair là-dessus. Hein. Mais pour revenir au film, ce qui est important pour moi, c'est que les gens puissent comprendre tous les mécanismes qui ont écrit notre histoire, tous les événements qui ont marqué notre histoire, les événements qui nous ont permis de ce qu'on se dirait congolais, des événements qui nous ont permis de douter de notre appartenance commune à un destin national, et ça permet aux téléspectateurs de se faire leur propre opinion. Je ne suis pas là pour dire, c'est pour cela que j'ai fait recours aux acteurs, aux témoins, aux archives. Je livre les faits historiques et chacun doit pouvoir en tirer sa propre opinion. Ce travail d'archiviste, de documentariste que je fais, il ne s'agit pas de dire c'est X. Non. C'est un tel, c'est tel coin de la République, etc. Puisque le constat que nous faisons tous, même dans notre inconscient, on cherche toujours à dialoguer. Bon, on ne compte même plus les conférences. Bon, après la conférence nationale, vous avez bien vu, hein, vous avez des forums, des dialogues exclusifs, non exclusifs, et j'en parle. Donc, dans notre inconscient, il y a cette volonté de vouloir parler, discuter, régler les problèmes. Alors, c'est peut-être la méthode, comme on dit, qui n'est pas la bonne. Mais je pense que dans notre histoire, quand vous regardez les 3 volets, moi, ce que je retire un peu de 10 ans de travail, puisque nous avons commencé en 2013, nous avons terminé en 2023, c'est que c'était un peuple qui a été confronté à énormément de violences importées. Hier, c'était le colon, mais ensuite, il y a une violence entre Congolais, entre acteurs congolais, entre populations congolaises, instrumentalisée parfois. Mais surtout, il faut se dire, si nous avons été capables de résister à tout ce qui est venu de l'extérieur, de créer un lien social avec un sentiment d'appartenance à une communauté de destin, il est temps, je pense, comme on dit, que de regarder notre histoire à froid. Voilà. Oui, c'est le motif de séduction, la séduction que nous avons eue à perspective et prospective de suivre votre travail. C'est évidemment cette franchise-là, c'est-à-dire comment vous allez situer votre œuvre, parce que c'est une œuvre, comment situer votre œuvre dans une dimension scientifique. Une dimension scientifique qui rétablisse la vraie vérité. Que votre démarche ne soit pas torpillée par des perspectives beaucoup plus idéologiques. Et quand vous dites, par exemple, là je vous reprends, là vous avez parlé de 1870 à 1991, mais d'accord, mais bien sûr que oui. 1880, excusez-moi, 1880, de 1880 à 1991. Ah oui, de 1880 à 1991. Mais oui, si je vous suis très bien, là, vous avez ajouté une dimension par rapport au temps, là, à l'époque, c'est-à-dire 1880. Mais bien sûr que dans 1880, dans l'histoire du Congo et de l'Afrique, c'est une période très marquante. En 1880, c'est juste 4 ans seulement avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui donne une nouvelle perspective, n'est-ce pas, au développement de nos sociétés. Hein, c'est le début de la colonisation, le partage d'Afrique en colonie, entre les différentes puissances. Alors, jusqu'en 91, on peut bien comprendre parce que vous avez parlé de votre grand-père, mais je pense que votre grand-père, qui est une figure tutélaire emblématique de l'histoire du Congo-Brazzaville, mais avant votre grand-père aussi, il y a certainement des ramifications vers des grands personnages comme les Mabiala Manganga aussi, qui ont quand même lutté contre la pénétration coloniale en Afrique et au Congo-Brazzaville. Une période aussi dont nous avons besoin qu'on nous apporte de la lumière là-dedans. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, aller en Espagne, au Portugal, pour essayer de demander un peu dans ces pays qui sont quand même mieux organisés, qui ont fait ces expéditions-là, d'accéder à leurs archives pour voir un peu les rapports qu'il y avait avec les contrées qu'ils étaient en train de vouloir, n'est-ce pas, conquérir? Alors, ce travail a été fait, d'autant plus que nous avons travaillé avec des historiens et des archivistes, notamment pour des archivistes français.
Et nous avons eu accès à toutes les sources d'archives. OK. Dans certains, comme on dit, pour la petite histoire, le Congo-Brazzaville accède à l'indépendance. Une bonne partie des archives, une bonne 50% des archives, dites archives de souveraineté de la République française, ont été rapatriées à Aix-en-Provence, aujourd'hui en France. OK. Donc, c'est pour cela, certaines archives, quand on est historien, on est archiviste congolais, quand on travaille sur la période de 1880 à 1980, à 1960, vous avez une partie, pour dire 50% des archives euh, en France. Parce qu'ils allaient du principe qu'il s'agissait de la souveraineté de la France, c'était leur empire. Bon, il y a certains papiers qu'il fallait ramener, comme on dit, en métropole. Mais à cela ne tienne. Les trésors que nous avons chez nous, puisque nous sommes aujourd'hui au Congo-Brazzaville, dépositaires des archives de l'Afrique équatoriale française. Voilà. C'est la capitale. En dehors de cela, nous avons à Pointe-Noire les archives du Moyen-Congo concernant que le territoire du Moyen-Congo qui est devenu la République du Congo. Vous avez touché ces archives, vous êtes allé là-bas, vous les avez touchés du doigt. Non seulement nous avons touché du doigt ces archives, nous les avons analysées avec les meilleurs spécialistes venus de différents pays, notamment des universités américaines et françaises, et les Congolais sur place. Mieux, ces archives étaient à l'abandon. Donc depuis 2018, nous avons sensibilisé, organisé un colloque à Paris et valorisé ces archives-là à travers des expositions photos à Brazzaville pour faire comprendre aux Congolais que ces archives devaient être sauvegardées, numérisées et valorisées. Voilà. Ben écoutez, sans vous couper, je frémis de bonheur là parce que je voulais en arriver à la numérisation. Aujourd'hui, quand même, on voit très bien la place de la numérisation et c'est une question que j'avais prévue. Une fois de plus, rassurez-vous, nous sommes très attentifs par rapport au travail que vous faites. Et puis, en fait, ce bonheur de vous voir travailler comme ça aussi, c'est le bonheur de voir que ça soit un travail vraiment cristallisé. Cristallisé qu'on vous donne tous les moyens nécessaires pour faire un travail qui n'a pas été fait dans l'histoire du Congo, c'est-à-dire retracer ces archives et les numériser. Les numériser et que ça soit une entreprise presque nationale où on mettrait des moyens nécessaires. Les Congolais n'ont pas d'argent, n'ont pas de travail, les jeunes Congolais n'ont pas de travail, mais on peut créer une démarche où on embaucherait des jeunes Congolais qui recevront, n'est-ce pas, une formation de 2 semaines, d'un mois dans la numérisation. Et on verrait des gens en train de travailler pendant toute une année qu'on numérise, n'est-ce pas, tout ce qui a de l'importance par rapport à notre histoire. Exactement. C'est le travail que nous faisons donc, depuis 2018 et nous avons pu obtenir un accompagnement français pour la petite histoire parce qu'au nom de la mémoire partagée, puisque c'est un pays comme on dit, je les ai pris au mot. Je dis, écoutez, parlons peu, parlons bien. Nous avons une histoire commune au moins de 1880 à 1960. Nous avons, nous, Congo, nous n'avons pas les moyens matériels de pouvoir le faire, ou ni la volonté, mais il s'avère que, en tant que Congolais, j'ai la volonté, moi, de faire ce travail. Et nous avons été écoutés, entendus par la partie française. Et le ministre de la Culture de l'époque m'a dit, j'ai peut-être pas les moyens, il faut trouver un partenariat. Donc, le ministère de la Culture m'a donné mandat à ce moment-là de pouvoir trouver un partenariat. Et c'est le partenariat que nous avons noué avec les Archives de France et, comment on dit, et l'ambassade de France, qui nous accompagnait là-dessus. Alors, je ne vous cache pas que, comme tous les Congolais, il y a la volonté politique ou une volonté on parle de volonté de politique publique, tout simplement. Monsieur Tal, oui. Hein, oui. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Vous savez, quand vous avez parlé de la numérisation, mon visage s'était éclairci. Hein, j'étais très, très content. Mais au fur et à mesure que vous évoluez dans votre discours, mon visage s'est de nouveau assombri. Hein, voilà. Hein, il est grave, il est sévère. Il est sévère quand j'entends que voilà, c'est les Français qui financent cela
à partir du moment où, évidemment, on veut recouvrer la souveraineté dans la gouvernance au Congo-Brazzaville, des choses d'une telle importance que ce soit la France qui finance, alors qu'en même temps, vous voyez très bien la perspective tout à fait par rapport à la postérité de ce que nous voulons laisser aux générations futures, quand même, qui vont gouverner ce pays demain, là. Et quand on sait, on nous dit qu'il n'y a pas des moyens pour faire ce travail, mais entre-temps, il y a 14 000 milliards qui ont disparu des générations futures. Je suis désolé, excusez-moi, c'est pas vous qui le dites, mais c'est l'animateur de cette émission qui le dit. Et je le dis parce que l'animateur est en même temps militant également. C'est une nouvelle forme de militantisme ou de journalisme qui va apparaître parce que c'est insupportable. C'est insupportable de voir des choses de cette manière-là. Quoi. Une fois de plus, c'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis. Mais continuez, n'est-ce pas, à faire votre travail et puis bon, voilà. Bon, je vous dirais tout simplement, c'est qu'il y a toujours des solutions à tout ce que nous faisons. D'abord, les Congolais que nous sommes, faisons ce travail, sans attendre quoi que ce soit. Moi-même, comme on dit, que je suis producteur, que je suis cinéaste, donc ma société a été mise à contribution, ma société Bonze Communication. Donc, j'ai commencé à faire ce travail-là avec mes propres moyens. C'était ma contribution, comme toujours, pour le pays. Ensuite, c'est parce que nous avons fait ce travail en tant que Congolais que le ministère nous a dit, j'ai peut-être pas les moyens, la culture, parce qu'en Afrique, le ministère de la culture n'ont pas toujours les moyens. Ils ont comme on dit, le portefeuille, mais bon. Mais ça, c'est peut-être un mal africain, de manière générale. Et deux, le ministère de la culture m'a dit, écoutez, on vous donne mandat pour pouvoir trouver des partenaires. Il s'avère que, comme je l'ai dit, en face de moi, j'avais un pays avec lequel nous avons beaucoup de liens, historiques, qui parle de mémoire partagée. Donc, je les ai promo. Donc, on dit, OK, faisons un partenariat, comme disent les Chinois, gagnant-gagnant. Voilà. Donc, je n'ai pas honte, moi, aujourd'hui, de dire, bon, les Français ont été sensibles et que, comme on dit, ils ont mis, comme on dit vulgairement, les billes sur la table. Ça m'a permis, de pouvoir faire déménager les archives, parce que les archives étaient à l'abandon au CEFRAD qui s'est écroulé devant nous. Ensuite, ces archives ont été sécurisées provisoirement. Je suis allé voir une société privée de déménagement sur place. Je dis, OK, vous ramenez vos camions, vous allez faire une grosse publicité pour vous. On va faire une grosse publicité dans le cadre de cet événement et nous avons pu transporter les archives. Et mieux, c'est à ce moment-là que le pays nous a mis à disposition un local que nous avons réhabilité avec les budgets que nous avons pu obtenir auprès de l'ambassade de France pour pouvoir sécuriser aujourd'hui les archives et les rendre accessibles aujourd'hui à tous les chercheurs, à tous les Congolais qui veulent s'y intéresser. Parce que, il fallait que les Congolais sachent que les archives existent. Deux, qui sont accessibles. Et trois, qu'il y a un travail de numérisation en cours pour pouvoir le rendre encore plus accessible au plus grand nombre. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que nous avons des chercheurs qui viennent de toutes les universités. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'universitaires américains qui sont spécialistes des fameux African Studies et qui viennent avec des bourses de leurs universités. Et nous qui avons la matière première sur place, nous ne faisons pas ce travail. Donc, c'était aussi sensibiliser la communauté universitaire congolaise qui est sur place. Absolument. Que chacun d'entre nous mouille le maillot pour sauvegarder, valoriser nos archives. Mais c'est notre histoire. Oui, c'est pourquoi, M. Tal, les initiatives individuelles comptent pour ce qu'elles sont. Hein, quand vous dites, j'ai mis mes maigres moyens, mais bien sûr, individuellement, les moyens sont toujours maigres. Individuellement, les moyens sont toujours maigres. Encore, il faut que les individus puissent comprendre puis la portée de ce que l'on fait. Ce qui veut dire que les moyens, les démarches beaucoup plus institutionnalisées, beaucoup plus collectives, ont beaucoup plus de force. Encore faut-il que les personnes qui se mettent ensemble comprennent la portée de ce que l'on veut faire. Exactement. Donc, je pense que je suis désolé de le constater, que nous sommes toujours dans le misérabilisme, dans la pratique d'un certain nombre de choses. Et tant que nous serons toujours là, je crois en votre initiative,
mais si elle n'est pas vraiment soutenue et structurée en dehors de toute vision idéologique, j'ai bien peur. Et c'est l'occasion pour moi aussi de passer peut-être à une autre vision de la chose. On a vu de 1880 à 1960, comme vous l'avez dit, mais votre travail, ce qui est maintenant mis sur la table, ce que nous consommons tous à travers Révolutionnaire, c'est de 1963 à 1991. Ben, j'en viens maintenant à partir de 1991, qui ne couvre pas votre travail. Ce serait la perspective. Comment allez-vous travailler cette période-là? Parce que votre travail est quand même sorti en 2015 et de 1991 à 2015, quand même, c'est près de 20 ans quand même autour de ça, ou sinon plus de 20 ans. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas pris en considération la période à partir de 1991 dans votre travail, ce qui est mis à la portée des Congolais, parce que l'histoire aussi de 91 à maintenant, ça fait plus d'un quart de siècle maintenant, on ne peut pas se donner une nécessité volontaire là-dessus, non, Monsieur Tal? Alors, je vous rassure tout simplement, c'est que l'histoire continue à s'écrire. Elle s'écrit avec nous, elle s'écrira après nous. Avec d'autres. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai travaillé d'abord sur la période de 1880 à 1991, 110 ans, avec un focus, avec point de départ, la révolution congolaise. Le deuxième volet, c'est la Genèse, révolutionnaire la Genèse. Il parle de tout ce qui s'est passé de 1880 avec la fameuse signature du traité Makoko, de toutes les résistances de Mabila Manganga, Butambongo, du nord au sud, à l'est du pays. André Matsua. Et comment, André Grenard Matsua, et de comment nous arrivons à un Fulbert Hulou. Ça, c'est la Genèse, le deuxième volet. Donc, le dernier volet qui a été projeté à Paris, Panthéon-Sorbonne, l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Panthéon-Sorbonne, oui. Donc, c'est le volet 1966-1991. Là où on vous présente une élite, une jeune élite, qui se dit héritier de la révolution congolaise, de l'idéal révolutionnaire. Intellectuels, militants, activistes, militaires. Le troisième volet, révolutionnaire, tout pour le peuple. 1966-1991. Mais attendez, Monsieur Tal, retenez votre idée, s'il vous plaît. Tout pour le peuple, vous arrêtez à tout pour le peuple. Moi, j'ai été aussi pionnier, mais on a dit qu'il y avait tout pour le peuple. Il y avait quand même une deuxième clause là. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple là. Exactement. Alors, est-ce que il y a une explication à ce que vous ayez enlevé la deuxième clause? Alors, c'est la petite provocation. Oui, mais parce que on a pris au mot toute cette génération. OK. C'était tout pour le peuple, rien que pour le peuple. OK. Donc, le troisième volet, 1966-1991, j'ai dit, bon, vous avez parlé au nom du peuple, vous êtes battus entre déchirés au nom du peuple, racontant cette histoire à partir de faits et d'archives. Donc, ce troisième volet met en lumière toute cette jeune élite à qui les pères des indépendances, les pères de la Révolution ont mis le pied à l'étrier. Donc, vous retrouvez des intellectuels comme Pascal Issouba, Henri Lopez et d'autres. Vous retrouvez les militaires comme Mariam Gwabi, Yombi, le président Sassou et d'autres. Le Théophile Obenga aussi, il faut les nommer là aussi. Théophile Obenga qui a dit ouvertement, il a dit aussi que la politique au Congo était très violente, enfin. Bon. Voilà. Donc, en gros, c'est toute cette génération qui arrive au pouvoir au nom de la jeunesse, qui s'entre-déchire au nom du peuple, et c'est cette génération qui nous emmène à la conférence nationale. Donc, à la conférence nationale, vous avez les pères des indépendances, comme mon grand-père, les pères de la Révolution, qui écoutent les plus jeunes qui leur ont succédé, qui sont réclamés de leur idéal républicain et révolutionnaire. C'est l'heure du bilan. Et on assiste à des compromis que vous pouvez imaginer.
pour faire élire Pascal Lissouba, qui était le Premier ministre, le jeune qu'ils avaient coopté, à qui on avait donné les responsabilités, que le président Massamba Deba, à qui il avait donné les responsabilités, pour pas dire les syndicalistes qui ont fait la révolution. Et donc, c'est une autre histoire du Congo qui s'écrit à partir de 1991. Ce que vous avez appelé tout à l'heure la transition démocratique. Cette histoire reste à raconter. Mais pour la raconter, il fallait d'abord savoir ce qui s'est passé pendant plus de 110 ans avec toute cette composante de population qui font le Congo aujourd'hui. Une nation qui est en construction et qui est totalement divisée, mais qui arrive à se rassembler à des mots-clés de son histoire pour écrire des belles pages. Donc, c'est toute cette histoire qu'on a voulu mettre en perspective. D'accord. Et ne pas se focaliser juste sur une date, sur un événement qu'aujourd'hui on peut appeler l'ère démocratique. Mais n'oubliez pas que hier, nous avons une démocratie populaire. C'est le parti unique. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'épouser des slogans, d'épouser des postures. Parce que ça aussi, comme on dit, quand on regarde notre histoire, nous sommes champions des postures. Mais il faut qu'on aille au fond de notre âme, de notre identité, pour pouvoir retisser ce lien social et pouvoir dessiner un avenir commun. Très bien, je comprends très bien. Je comprends votre stratégie qui est tout à fait pertinente, un peu de cette période. Vous savez, ma petite arrière-pensée, hein, c'est pas parce que je présente que je n'ai pas non plus une projection sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville, mais je vois aussi sur un plan purement politique. Mais c'est pas, on n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour essayer de voir une démarche scientifique qui a pour tendance, n'est-ce pas, de reconstituer, n'est-ce pas, les archives du Congo à travers son histoire sociopolitique, il faut dire sociopolitique, qui est très, 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 très violent. Et je vois très bien que s'attaquer à la période de 91 jusqu'à aujourd'hui aussi, c'est créer des situations pour que votre travail aussi soit, n'est-ce pas, abrégé. Parce qu'il y a quand même la dynamique politique que les politiciens aussi regardent, hein, qui feront des analyses à leur niveau, mais pas dans la démarche archivistique qui est la vôtre ici, qui est la vôtre ici. Je le comprends très, 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 très bien. Alors, donc, on va vers la fin de notre émission, de cette première partie. Monsieur Tal, j'espère que vous aurez encore la possibilité de nous accorder, n'est-ce pas, de votre expertise et de votre intelligence quand le moment viendra pour la suite de cette émission-là. Alors, dans la perspective, cette émission, c'est perspective et prospective. Voilà, donc demain. Alors, comment vous voyez la viabilité de votre démarche là? Est-ce qu'il y a des raisons de penser et de croire que sur la base des obstacles, peut-être c'est la question que j'allais vous poser, les obstacles que vous rencontrez, mais brassez-toi à la fois. Quels sont les obstacles à votre démarche et quelle pourrait être la perspective de votre démarche pour demain? En se disant qu'il faut que ce soit un travail de structure qui bénéficie à la nation congolaise d'une manière générale et à l'Afrique aussi, parce que le Congo fait partie quand même de l'Afrique et du reste du monde. Alors, pour que le public sache le travail que nous avons fait, nous avons d'abord fait ce travail dans un cadre bénévole. Nous continuons à le faire. Maintenant, nous avons aujourd'hui rassemblé des étudiants autour de nous, des étudiants en histoire, de l'université Maringouabi, qui viennent travailler et faire la pratique sur place. C'est avec eux que nous sommes en train de restaurer, nettoyer, classer les archives. Très bien. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement un travail des études théoriques pour eux, mais nous avons des personnes que le pays a formées qui font de la pratique. Très bien. Ça, nous le faisons dans le cadre du projet qu'on appelle, sur lequel nous sommes en train de travailler, qui va devenir un institut du patrimoine et de l'audiovisuel. Très bien. Cet institut est là, comme on dit, pour venir, pour suppléer, en guillemets, les faiblesses de notre État en matière archivistique. Donc, nous allons travailler avec l'université, nous allons travailler, comme on dit, avec les pouvoirs publics et les différentes institutions qui sont dépositaires des trésors et de trésors d'archives. Donc, notre histoire mérite d'être écrite à partir de ce que nous avons produit. Quel que soit le domaine, ça peut être l'histoire du sport, ça peut être l'histoire de la culture, ça peut être l'histoire politique,
s'appelle l'histoire économique. Donc, le travail que nous le faisons dans le cadre d'un institut du patrimoine et de l'audiovisuel en cours de création. Mieux, pour valoriser, pour que chaque Congolais soit comptable de tout le travail qui est en train d'être fait et acteur également. Nous organisons tous les samedis des visites guidées aux archives nationales et aux archives audiovisuelles de l'ex-Télécongo. Ok, ex-Télécongo, d'accord. Et ça permet tout simplement à monsieur tout le monde, même le Congolais qui est de passage, qui n'y réside pas de manière permanente, de pouvoir savoir que ces archives existent, qu'il y a un travail en cours. Maintenant, l'Institut du patrimoine de l'audiovisuel, je vous informe que nous avons fait un partenariat avec l'INA, l'Institut national audiovisuel en France, qui est une expertise reconnue internationalement en matière d'archives audiovisuelles. Ok. Nous travaillons aujourd'hui parce qu'il faut d'abord, comme on dit, mettre de l'ordre chez nous dans les archives pour que toutes les personnes qui ont des archives chez eux, parfois des archives de la République, de la Nation, parce que le papa était fonctionnaire, haut cadre, mais ils sont détenteurs aujourd'hui des archives. Pour que les gens nous ramènent des archives, qu'on puisse collecter des parts et des pans entiers de notre histoire collective, il faut que nous montrons l'exemple. Il faut que l'État montre l'exemple. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose quand l'État, aujourd'hui, me donne mandat, le ministère de la Culture, le ministère de la Communication. Nous n'avons pas les moyens, mais je ne m'arrête pas ça. Nous n'avons peut-être pas les moyens matériels, mais nous avons la volonté, parce que nous sommes soucieux de ce que les Congolais puissent représenter eux-mêmes, tout simplement, qu'ils puissent valoriser leur histoire et leur passé, qui est fait de pages sombres, mais également de pages glorieuses. Et ça, on ne le souligne pas suffisamment. Nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple qui avons pu apporter la lumière et de l'appui à différents peuples, pays qui sont libérés du joug colonial. En parlant, pour ne pas citer l'Angola, la Namibie. Nous avons eu des Congolais qui sont engagés dans le cadre du panafricanisme, dans le cadre de la libération du Congo, qui sont allés combattre en République démocratique du Congo, aux côtés du Tché et comme on dit, de Moulele et d'autres, qui sont allés combattre au Mozambique, qui sont allés combattre, comme on dit, au Zimbabwe. Et dans le troisième volet, vous découvrez tout ça. C'est-à-dire, il y a les histoires congolo-congolaises, oui, et il y a les histoires, comme on dit, panafricaines, avec une volonté des Congolais de faire partie d'un continent fier, qui connaît son passé et qui se projette dans l'avenir. C'est le travail que nous faisons pour que nos compatriotes arrivent à se surpasser pour pouvoir résoudre les problèmes congolo-congolais, mais qui s'inscrivent dans une dimension continentale et sous-régionale. Donc, c'est le travail que nous faisons. Très bien. Alors, oui, oui. Là, j'allais on allait vers la fin, mais à vous entendre parler, il y a des idées qui viennent, mais il faut qu'on apprenne à arrêter quand même aussi. C'est bien vrai. Là, il y a les médias sociaux aujourd'hui aussi qui existent. À travers des médias sociaux, la démocratie de l'information aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas que du mal dans les médias sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent dans les médias sociaux et qui peuvent vous aider aussi à constituer vos archives parce qu'il y a des vidéos aussi, hein, des vidéos réelles, hein, qui sont publiées par leurs créateurs. On a vu des vidéos dans la guerre dans le pool aussi, hein. Ça, c'est des éléments qui sont factuels, c'est factuel, hein. Donc ça, il faudra aussi mettre. Alors, j'ai ceci, je ne sais pas si vous lisez. La caméra va prendre ça et ça pourra vous intéresser, Monsieur Tal. Je le fais comme ça. Dans le montage, on va voir un peu comment est-ce qu'on va prendre ça. Alors, je vais dire ce dont il est question. Alors, c'est un document qui m'est cher, les archives de mon père. C'est l'agenda de mon père. C'est l'agenda de mon père qui date du jeudi 10 janvier 1980. Alors, sur cette page, il écrit ceci.
Ouverture solennelle de la première conférence d'entreprise d'État par le camarade président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, le colonel Denis Sassou Nguesso. Lieu, Cinéma Vogue, Brazzaville. Voilà les archives de mon père. Donc, il parle des entreprises d'État, les entreprises d'État. Et c'est une belle référence historique. De 1980, monsieur le colonel Denis Sassou Nguesso a présidé au cinéma Vogue la première conférence d'entreprises d'État. Donc, on peut se demander que sont devenues les entreprises d'État de l'époque. On peut faire aujourd'hui aussi, ça rentre dans les archives et ça rentre aussi dans l'histoire du Congo-Brazzaville, qui est une histoire vivante. C'est vous dire que, ben, écoutez, Monsieur Tall, bravo pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est formidable, c'est pionnier et renforcez-vous dans la noblesse du travail que vous êtes en train de faire. Nous sommes là pour vous soutenir également. N'oubliez pas que je suis aussi, moi, un universitaire. Et donc, je comprends parfaitement la portée de votre travail et je suis au bonheur de continuer cette discussion avec vous. Alors, si vous avez un petit dernier mot, je vous laisse le dire et puis nous allons dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Alors, je dirais tout simplement qu'il est important qu'on se réapproprie tous notre mémoire. C'est un devoir de mémoire que chaque Congolais et chaque Africain se réapproprie des pans entiers de notre histoire et qu'il n'y ait plus des zones d'ombre. Et ça nous permettra à tous d'aller de l'avant de manière plus sereine. Très bien. Il n'y a plus des zones d'ombre. Et le travail que nous devons faire est un travail scientifique, qui ne soit pas touché par une perspective idéologique de quelque manière que ce soit. Faites votre travail correctement et puis, ben voilà, les Congolais, vous en saurez gré. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et permettez-nous de vous inviter à une autre fois. Et nous demandons aux personnes qui nous suivent depuis un certain temps, nous les remercions aussi pour le temps qu'ils nous accordent à nous écouter. Nous sommes en train de faire un travail de structure pour la nation congolaise et nous sommes au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission autour de Perspectives et Prospectives, le Congo, la Renaissance. Cliquez, aimez nos émissions, likez nos émissions et apportez-nous des cœurs. Vous savez un peu à quoi cela renvoie. Merci beaucoup, M. Tall, d'avoir été ici. C'est moi qui vous remercie. Je rajouterai ceci, c'est qu'en ce moment, il y a des Congolais qui contribuent de manière financière, matérielle. Ah, c'est important, très important. Nous lançons, nous renforçons, n'est-ce pas, cet appel pour des Congolais qui sont intéressés par le travail, Monsieur Tall et son équipe. Allez, ben voilà, n'hésitez pas, apportez-nous. Nous invitons tout le monde, n'est-ce pas, à soutenir ce travail pionnier et un travail de structure. Et ils font beaucoup de CD, hein, c'est ça. Hein? Ils font des documents. Allez-y, Monsieur Tall, allez-y. Alors, je dirais tout simplement, c'est que le travail de valorisation de notre histoire, de notre mémoire à travers les archives, donc à travers des films documentaires, ben, vous le retrouvez sous forme de coffret vidéo. Donc, voilà, coffret vidéo. Donc, voilà. C'est justement l'un des outils qui permet de financer ce travail-là. Donc, et on les achète en ligne aussi, hein? On les achète en ligne. On achète en ligne, donc nous sommes en train de nous organiser pour que ce soit accessible le plus grand nombre sur différentes plateformes. Et les liens, pour ceux qui nous écoutent là, le lien, on le trouve facilement où? Alors, le lien, vous le retrouvez, comme on dit, sur la page Révolutionnaire Trilogie. Mais sinon, sur place, vous le retrouvez à Aix-Télécongo. Nous sommes là où nous avons installé nos bureaux. On peut l'acquérir physiquement à Aix-Télécongo, Congo, à Brazzaville. OK. Ben, très bien. Le ministère de la Culture du Congo-Brazzaville nous a écoutés aussi. On espère qu'on vous donne vraiment un coup de main qui soit... Voilà. Mais merci encore une fois, M. Tall, d'avoir été avec nous. Merci à vous.